d'avoir bravé courageusement les antifas, qui sont toujours là pour crier leur haine, toujours là pour se plaindre qu'ils n'ont pas assez, et pour détruire notre identité, toujours là prêts à saccager aussi notre patrimoine, nos monuments, nos centres-villes, nos gagne-pains, les commerces, toutes les semaines au rendez-vous à Nantes pour saccager notre ville. Ils veulent nous faire taire, mais nous crierons, s'il le faut, notre beau projet d'alliance européen. Alors, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Mylène Troszczynski, que certains connaissent puisqu'elle est déjà venue à Noël, pour notre repas de Noël. Donc Mylène est députée européen sortant. Elle est également sur la liste, en 28e position. Elle est déléguée départementale de l'Oise depuis 2016. Elle est conseillère régionale de Picardie en 2010 et puis des Hauts-de-France en 2015. Et elle a travaillé pendant 15 ans en tant que chargée de communication dans une entreprise. Je vous présente donc Jérôme Rivière, qui est ex-député UMP du Var et qui nous a rejoints parce qu'il a voulu tenir les promesses qu'il faisait aux Français dans ses votes. Il a voulu vraiment avoir une cohérence entre les paroles et les actes. Il est aussi chef d'entreprise, donc il pratique l'économie au quotidien. On dit souvent qu'au Rassemblement national, on ne peut pas parler d'économie. Eh bien si, vous en avez la preuve vivante ici. Il y aura un temps de questions et de rencontres à l'issue de la conférence. Donc n'hésitez pas à le rencontrer et à poser vos questions. Et Jérôme Rivière est candidat en 19e place. Donc j'ai aussi l'honneur d'être candidate sur la liste en 36e position. Et donc je remercie Marine Le Pen et Jordan Bardella pour leur confiance. Alors nous sommes fiers de représenter donc toute la France, moi pour ma part le département de Loire-Atlantique, pour vous représenter. Et je vais très rapidement aborder notre beau projet européen, puisque voilà, nous sommes en campagne, donc c'est le moment d'en parler et de vous présenter ce que nous proposons. Alors, on pourrait partir d'un constat assez simple et je crois universel. Vous le voyez sur vos chaises, vous avez des tracts. 72% des Français ne croient plus en l'Union européenne. Donc en effet, l'Union européenne est un échec. Elle a été construite trop loin de la réalité des peuples. L'Union européenne, c'est la croissance la plus faible du monde. C'est un chômage de masse. C'est la concurrence déloyale. C'est la baisse de nos salaires. C'est une immigration incontrôlée. C'est toujours plus de taxes. C'est moins de liberté juridique, économique, politique et culturelle. L'Europe que nous défendons est une Europe qui sert les peuples et les citoyens. L'Europe que nous défendons est une Europe des nations, une Europe millénaire, aux racines chrétiennes, où les peuples sont libres et souverains, et on agit dans l'intérêt des siens d'abord. Une Europe où les nations choisissent de mener des partenariats ou non. Elles choisissent également les traités commerciaux auxquels elles veulent s'associer et dans quelles conditions. Nous mettrons un terme aux traités de libre-échange qui sont décidés et imposés par une commission non élue. Nous sommes pour un principe de coopération et de réciprocité qui doit être la base de tous les échanges entre les peuples, entre les nations. Avec nous, l'Europe et les lois qui y sont proposées le sont par des chefs d'État et par les gouvernements. C'est le Conseil des chefs d'État qui est à l'initiative des lois, des partenariats, des traités. Avec nous, l'Europe, c'est la protection du travail et des travailleurs. C'est le respect des normes environnementales et sociales. C'est le travail qui est rémunéré à sa juste valeur. Bien sûr, nous sommes Français et donc nous souhaitons que la France
est une place de choix dans l'Europe. La France doit pouvoir protéger son écosystème comme elle l'entend. Elle doit pouvoir pratiquer le protectionnisme économique, industriel. Elle doit pouvoir décider de sa politique pénale, sécuritaire et pénitentiaire. Elle doit pouvoir décider de qui rentre chez elle. Elle doit pouvoir décider de fermer ses frontières à une immigration incontrôlée qui menace notre civilisation, notre mode de vie, notre culture et notre économie. Seuls les élus du Rassemblement national, avec nos alliés européens, avec l'Italie, l'Autriche, avec les Belges, les Hongrois peut-être, seuls les élus du Rassemblement défendront vos intérêts et ceux de notre pays, la France. Le sens de l'histoire, on le voit, est celui des peuples qui se réveillent. Alors le 26 mai prochain, donnons un nouveau souffle de vie à l'Europe, plutôt que de laisser Macron lui donner son coup de grâce. Merci d'être venu, merci d'avoir bravé, comme le disait Éléonore, nos amis des Antifas. Je voudrais remercier Éléonore et toute la fédération pour l'organisation de cet événement. Je souhaiterais aussi rendre un hommage, je le fais à chaque fois que je le peux, à tous nos militants, donc à vous présents, à tous ceux qui travaillent, qui militent, qui tractaient, qui collaient, parce qu'une élection réussie, parce qu'elle sera une élection réussie, celle que nous sommes en train de vivre, elle est surtout réussie grâce à vous, donc merci beaucoup du fond du cœur. Alors mesdames, messieurs, chers amis, à chaque scrutin électoral, on dit souvent que la France est face à un choix crucial, choix qui déterminera son avenir. Ce choix que les Français vont devoir faire le 26 mai est effectivement vital pour l'avenir de la France et des Français, et particulièrement cette fois-ci. Notre pays semble avoir perdu le sens profond de tous ces combats qui ont façonné les esprits et les paysages. Le sens sacré des libertés nationales que nos ancêtres ont défendu avec honneur semble avoir déserté la conscience nationale. L'Union européenne actuelle est d'une redoutable efficacité pour exploiter à son avantage la lâcheté de nos responsables politiques qui dévoient sans vergogne ce qui nous reste de liberté. Et c'est pour ça, ce soir, j'étais déjà venue, Éléonore l'a dit tout à l'heure, vous parler un peu de ce qu'avait été mon mandat pendant 5 ans, de l'expérience que j'avais pu vivre. Donc j'ai voulu un peu changer, et choisir une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Et je suis venue ce soir vous parler de liberté. Non pas de la liberté, mais des libertés. Non pas vous parler de cette liberté, concept droit de l'homiste, souvent individualiste, mais plutôt de ces libertés qui sont des réalités charnelles, celles qui se vivent, celles qui nous façonnent et finalement celles qui font que nous sommes des hommes et des femmes libres. Je vais vous parler aussi de ces libertés morales et collectives sur lesquelles notre civilisation s'est construite. Libertés authentiques, transmises comme un héritage immatériel par des hommes et des femmes qui ont parfois payé cher, voire par leur sang, pour les défendre. Des libertés qui s'inscrivent dans une longue tradition, la tradition grecque et chrétienne. Ces libertés aujourd'hui sont en péril. Les menaces qui pèsent sur elles sont multiples. D'abord générées par nos sociétés qui ont évolué, mais également par des éléments étrangers à notre civilisation. Les pouvoirs politiques, progressistes, ultralibéraux et libertaires en sont les principaux fossoyeurs. L'islamisation de la France et la submersion migratoire qu'elle connaît sont comme des nuages qui planent au-dessus de nous et si on ne l'arrête pas, nous plongerons dans l'abîme. Enfin, la passivité de nos citoyens, quelque part, de nos concitoyens, de notre société, est un facteur aggravant de tous ces phénomènes. Les évolutions et les changements que nous analysons dans nos vies au quotidien ne sont pas le fait d'un processus naturel. Ces changements sont programmés et planifiés, souvent par nos dirigeants et souvent en catimini. Leur double langage est permanent, quand vous les entendez, quand vous les écoutez sur les médias, en France, devant les Français, et quand ils votent au Parlement européen. Ils construisent patiemment, en fait, ce qui contribue à nous détruire. Cette Union européenne est une utopie au sens strict. Elle ne cherche
qu'une seule chose, évoluer sans cesse vers un objectif chimérique et imprécis. Cette Union européenne est idéologiquement un projet progressiste, ultralibéral économiquement et libertaire au niveau sociétal. Nos libertés, notre mode de vie, notre identité sont les cibles de ces politiques progressistes. La vitesse frénétique avec laquelle nos sociétés ont évolué depuis des décennies a quelque part provoqué chez nos concitoyens une sorte de sidération. On voit les choses se faire, mais on ne réagit plus. Ces libertés naturelles et individuelles concernent en premier lieu l'identité, la sécurité, la conscience, l'expression, l'opinion, la pensée et l'initiative personnelle, qu'elle soit économique, politique ou sociale. Le confort matériel, la profusion commerciale, le marketing général ont quasiment tué la conscience de ces libertés chez nous. Et l'abrutissement de ces populations a permis en fait à ces idéologues mondialistes d'avancer petit à petit leurs pions et qui tentent aujourd'hui de réduire à néant les chances de ressusciter un élément de vitalité qui serait nécessaire à l'homme pour se sortir de cette situation. L'Union européenne consacre dans son traité de fonctionnement le principe de 4 libertés. Celle de la libre circulation des capitaux, des biens, des personnes et des services. En fait, il y a un anglicisme que je n'aime pas beaucoup, mais qui résume parfaitement cette situation, c'est no border, no limites. Et les résultats, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas brillants et s'opposent de manière systématique aux libertés que nous défendons. Les délocalisations et la désertification de nos territoires sont conformes à la conception qu'ils se font de la liberté d'établissement, notamment dans les grandes villes. Mais finalement, elles s'opposent frontalement à notre conception des libertés individuelles qui consiste à garantir à tout individu de pouvoir continuer à vivre et à travailler dans son pays, dans sa région et dans son village s'il le souhaite. Les désastres économiques qu'induisent les concentrations métropolitaines que l'on connaît aujourd'hui menacent notre équilibre territorial et par là même notre identité. Promouvoir la liberté de circulation des services est conforme à leur conception de la liberté, mais s'oppose frontalement à la nôtre en détruisant des pans entiers de notre économie. L'effondrement de ces filières économiques compromet l'avenir de nos enfants, les libertés économiques et l'identité des territoires en le faisant disparaître notamment nos savoir-faire. Le libre-échange total est conforme à leur conception des libertés, mais la mondialisation sauvage s'oppose frontalement à notre conception des libertés, notamment commerciales, économiques et entrepreneuriales. L'immigration de masse s'oppose frontalement aussi à notre conception des libertés. L'Union européenne considère que c'est la liberté des hommes que de migrer. Nous considérons que la liberté consiste à respecter les peuples autochtones, à rester maîtres de leur pays, à conserver leurs traditions, leurs coutumes, leur identité, leur mode de vie et le cadre civilisationnel de nos ancêtres. Et aussi, cela permet aussi aux femmes de pouvoir rester habillées comme elles le souhaitent. L'immigration et l'islamisation sont des menaces directes pour l'identité et la sécurité des Français qui sont et doivent demeurer des libertés individuelles fondamentales. L'islam et l'immigration de masse opèrent dans notre pays le plus grand changement anthropologique de son histoire. S'il n'est pas stoppé ou inversé, notre pays va disparaître. Et ça, sans que nous en ayons été consultés. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Remettre en cause la libre circulation serait même un péché mortel. Mais les barrières, elles ne sont plus aux frontières qu'ils ont fait disparaître peu à peu, elles sont tout autour de nous. Et on a la preuve ce soir avec les forces de l'ordre qui sont aux portes de cet établissement. Mais elles sont partout, dans les aéroports, dans les gares, les magasins, et derrière chaque événement, et on le vit aujourd'hui chaque samedi, dans les rues, avec les patrouilles de nos soldats qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher des drames que nous avons trop connus en France, et je pense notamment pour l'avoir vécu, et c'était assez perturbant, le dernier attentat qui a eu lieu à Strasbourg au marché de Noël en décembre dernier. Voilà dans quel état ces imbéciles souhaiteraient que nous transmettions la France à nos petits-enfants. D'ailleurs, la transmission, on pourrait en parler aussi. Nos enfants, dès le ventre de leur mère, sont sacrifiés sur l'autel de l'égoïsme et de l'individualisme.
Le matraquage fiscal des familles encourage le déracinement et compromet la transmission. Matraquage fiscal, qui ne va pas s'arranger si Macron y gagne au 26 mai, qui ravage également les perspectives des entrepreneurs, des travailleurs en tout genre contraints d'aller à Paris, c'est mon cas dans ma région, ou alors dans les grandes métropoles, si ce n'est même de quitter le territoire national pour trouver un travail. Est-ce que c'est ça la conception des libertés économiques? Le recul des libertés individuelles est manifeste, celui des libertés naturelles également. L'Union européenne, sous la pression d'un lobby, je l'avais évoqué avec ceux qui étaient là au déjeuner de Noël en décembre, donc l'Union européenne est soumise à un lobby ultra puissant qui est celui des LGBT. Et via ce lobby, elle s'est emparée du combat de toutes les minorités existantes, qui n'en demandaient pas tant d'ailleurs, hein. Les libertés naturelles, qui respectent le bon sens et le bien commun, sont totalement bafouées au profit de quelques hystériques qui sont obsédés par la sexualité ou par les migrants, ou voire même par la sexualité des migrants. C'est ainsi que la simple contestation de l'immigration, de la légitimité du mariage homosexuel, de la PMA, de la GPA, de l'ultralibéralisme deviennent des délits d'opinion. Vous n'avez qu'à évoquer la famille traditionnelle, par exemple, c'est-à-dire un père, une mère, des enfants, comme le socle de notre civilisation, comme un bien précieux qu'il nous faut défendre aujourd'hui. Eh bien, au mieux, on dira que vous êtes conservateur, au pire, on va vous traiter de facto de catho-intégriste. Et ça vient même de tous les rangs du Parlement européen, je pense à certains amis LR, et de par leur vote. Les menaces sur la liberté de conscience, sur la liberté d'expression et d'opinion se font très précises au Parlement européen. Les priorités de l'Union européenne ne sont pas les nôtres. Leur conception de la civilisation n'est pas la nôtre. La fracture entre notre vision et celle de M. Macron et de ses amis est profonde et idéologique. Nous ne pourrons pas les convaincre. En revanche, nous allons devoir les battre. Et ça commence le 26 mai. Les menaces se précisent aussi sur les libertés collectives et politiques. Je l'ai vécu pendant 5 ans, ce qu'on appelle l'état de droit, cet étau, qui n'est rien d'autre que le gouvernement des technocrates qui produisent des normes et des règles. Ça se resserre petit à petit sur nos libertés. Et ce carcan, exercé par les institutions européennes, se fait de plus en plus ressentir. Les dernières années ont été le théâtre de véritables coups d'État contre les nations européennes, de véritables attentats contre la souveraineté et contre notre indépendance, et d'une hostilité claire contre la démocratie populaire qui s'inscrit à rebours de leurs projets et de leurs fantasmes. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je pense d'abord au traité de Lisbonne, qui a été complètement bafoué. Je pense aussi à l'épisode grec que nous avons vécu au Parlement européen, qui a fait reculer Tsipras à l'époque. Je pense au traitement dont ont bénéficié les Anglais qui ont voté en faveur du Brexit, et ce n'est d'ailleurs pas fini. Je pense à tous les actes et les discours hostiles que l'oligarchie européiste a eu envers les membres de l'Union européenne qui refusent ce nouveau totalitarisme. Je pense notamment à la Hongrie et à la Pologne. Je pense aussi aux réactions qui ont suivi les élections en Italie et qui ont vu notre ami Matteo Salvini l'emporter. Et je me souviens de cette phrase de ce commissaire qui ne représente finalement que lui-même, M. Oettinger, qui disait que les marchés financiers allaient apprendre aux Italiens comment bien voter. Enfin, dernièrement à Strasbourg, un des événements marquants de cette mandature a été la venue de M. Orban au Parlement européen, qui est venu défendre la politique pour laquelle il a été élu par son peuple. Et les discours qui ont été faits ce jour-là, contre lui, contre son peuple finalement, étaient juste, on est entre nous, étaient juste dégueulasses. Voilà. Et c'est vrai qu'au Parlement européen, on a l'habitude de voir défiler des chefs d'État, de gouvernement, des premiers ministres, et ils ont tous à peu près un petit discours qui est au minimum du politiquement correct, pour ne pas dire qu'ils s'aplatissent devant la Commission européenne et devant les députés. M. Orban, lui, est resté droit comme un i, fier, et il a réussi à défendre ce pourquoi il avait été élu, les décisions qu'il prend,
Et il a maintenu ses décisions de refuser cette imposition de quotas de migrants dans son pays, et c'est tout à son honneur. Le Conseil européen n'hésite même plus à brandir la menace de retirer le droit de vote au Conseil des États récalcitrants, donc par l'activation de l'article 7, vous en avez déjà entendu parler, si ces États ne se conforment pas à leur projet progressiste, ultralibéral et libertaire. Les libertés collectives, qu'elles soient politiques ou démocratiques, vous l'avez compris, sont gravement mises en danger par la complicité active des appareils politiques des États actuels. Ceux qui ont été élus, notamment en France, depuis des décennies, seront, il faut l'espérer un jour, considérés par l'histoire comme des traîtres et comme des grands fossoyeurs des libertés. Alors parce que je ne voulais pas rester que sur une note négative, j'espère ne pas vous avoir gâché ce début de soirée, mais en tant que député européen sortant, c'était mon premier mandat, j'ai vécu beaucoup de choses, mais c'était mon ressenti. Je suis arrivée au Parlement européen sans trop savoir où je mettais les pieds, à vrai dire, parce que ça a changé en 5 ans, certainement du fait qu'en 2014, le Front National de l'époque est arrivé en tête des élections européennes, du coup, toute la classe médiatique s'est intéressée un peu plus à ce qui se passait au Parlement européen, mais avant, honnêtement, hormis tous les 5 ans lorsqu'il fallait qu'on vote, ce qui se passait au Parlement européen n'intéressait pas trop les médias, et du coup, les Français n'étaient pas trop informés de ce qui se passait là-bas. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais à l'époque, et je vais vous dire, il vaut mieux que personne ne sache ce qui se passe là-bas. Parce que, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les députés qui sont élus par leur peuple sont censés défendre les peuples qui les ont élus et non pas se servir uniquement de faire valoir à la Commission européenne qui peut placer tout ce qu'elle veut. Néanmoins, je pense qu'à l'heure où on se parle, l'espoir est permis. Les sondages sont bons, nous sommes dans une dynamique. Et tout ce qui se passe en Europe va dans notre sens. Les mouvements nationalistes et patriotes connaissent dans tous les pays membres une croissance exponentielle, semblable un peu à une réaction épidermique face à l'arrivée de migrants, face à la menace de l'islamisation de nos sociétés, face au risque de disparition de notre civilisation. Et finalement, cette conscience des libertés que nous avions perdues, elle reprend un peu forme. Et c'est ce dont nous allons avoir besoin pour mener le combat qui nous attend dans les prochaines années. Les images de Notre-Dame en feu nous ont tous profondément meurtris. Ce sanctuaire majeur de la chrétienté d'Occident en flamme a fait vibrer dans le cœur des Français une corde de notre identité charnelle qui résonnait depuis trop longtemps un peu trop en sourdine. Et Notre-Dame a adressé finalement à la France un message puissant qui dépasse très largement les limites étroites du cadre politique actuel. Le combat politique qui est le nôtre a toujours commencé par la volonté de défendre et de préserver. Défendre nos familles et notre peuple contre l'immigration de masse qui met en péril la sécurité et l'avenir de nos enfants, préserver notre civilisation et transmettre les valeurs qui dépassent souvent l'horizon de nos vies. Dans 20 jours, il nous reste 20 jours. Dans 20 jours, on va prendre le pouvoir. Dans 20 jours, on va dire oui à la France. Il nous reste 20 jours pour convaincre tout le monde, pour convaincre nos amis, notre famille, nos collègues de l'importance vitale de ce scrutin. Vous le savez, notre plus grand adversaire, finalement, c'est pas la très charismatique candidate d'En Marche, mais c'est l'abstention. Alors le 26 mai, aucune voix ne doit manquer. Il faut refuser le projet néfaste de Macron et mettre un coup d'arrêt à sa politique et à son comportement vis-à-vis des Français qui devient de plus en plus intolérable. Notre liste, menée par Jordan Bardella, doit arriver en tête au soir du 26 mai pour redonner à la France la place qui est la sienne dans le monde et pour retrouver finalement nos libertés. Merci beaucoup. On a Jean Geichmann, Brigitte Nedelec et Pascal Nicot qui sont 3 conseillers régionaux que je veux remercier de leur présence aujourd'hui. C'est important de savoir que notre parti politique est présent dans
l'ensemble des régions de France. Et merci à vous de faire ce travail sur le terrain et de participer par votre présence, mais par bien d'autres actions, j'en suis certain, à cette élection européenne. On a aussi 3 conseillers municipaux, Gauthier Boucher, René Fouché-Maury et Michel Maisonneuve. Donc je crois que c'est une des actions qu'a mené Marine, de faire en sorte que le Rassemblement national s'implique de plus en plus dans la totalité des élections et de ne pas être simplement là aux rendez-vous nationaux. Et donc c'est important de vous compter parmi nous et je voulais vous en remercier et vous dire combien ça compte. Bien sûr, avant tout, c'est une fédération, ce sont des dirigeants qui font un travail important. Donc Éléonore, merci à toi d'avoir organisé cette réunion. Elle est difficile et donc merci à vous d'être venus parce que je dois vous avouer qu'à chaque fois que je viens à Nantes, c'est le seul endroit où j'ai une légère angoisse. La dernière fois, c'était à l'occasion de l'élection présidentielle et il y avait un bus de militants qui venait au Palais des Congrès où Marine faisait sa campagne qui avait été incendié par des Black Blocs, des Antifa. On a la chance ce soir d'avoir des gens relativement calmes, mais ils sont là. Et que vous soyez venus, que vous ayez pris le temps de venir, que vous ayez bravé malgré tout cet obstacle, qui est un obstacle physique, qui est un obstacle de parole, avec des propos désagréables, de venir à visage découvert finalement montrer ses convictions et participer, c'est important. Donc je voulais te remercier d'avoir organisé tout ça et profiter de ce moment pour échanger un peu avec vous, parce que effectivement cette élection européenne, elle est importante. Elle est doublement importante. Elle est importante parce qu'il y a vraiment 2 enjeux auxquels il va nous être permis de répondre dans 20 jours, comme tu le rappelais, Mylène. Le premier enjeu, il est d'abord national. C'est un enjeu national parce qu'il s'agit effectivement d'un référendum pour ou contre, non pas Macron, mais l'action menée par Macron. Et je peux vous dire qu'on a un message à envoyer le 26 mai prochain, c'est de faire en sorte que sa liste soit loin derrière nous. Bien sûr, il faut qu'on arrive premier, on arrivera premier, mais il faut qu'on arrive loin devant lui. Il faut qu'on arrive loin devant cette Madame Loiseau qui représente si bien ce que c'est ce mouvement en marche, un mouvement sans conviction, un mouvement sans charisme, un mouvement sans amis. Je crois que cette campagne va être l'occasion pour nous de rappeler que demain, très exactement, cela fait 2 ans, non pas que Macron a été élu, mais que le système médiatique, le système quasi totalitaire qui existe dans notre démocratie s'est ligué pour empêcher Marine d'être élue présidente de la République. Ce n'est pas tant Macron qui a été élu que cette angoisse suscitée chez les Français de leur dire si Marine arrive, c'est le chaos. Eh bien, il y a 1 an, avec l'affaire Benalla, en octobre dernier, avec le début du mouvement des Gilets jaunes, on a vu où était le chaos. Le chaos, c'est Macron qui l'a organisé. Et c'est vraiment important de le rappeler à l'ensemble de nos concitoyens, de le dire et de le faire remarquer à nos amis, à nos connaissances. On reste encore avec cette idée que le Rassemblement national n'est pas certain dans ses propositions, que le Rassemblement national créerait de l'angoisse parce que nous serions incapables de gérer les fonctionnaires, parce que nous serions incapables de faire face à des responsabilités économiques. La réalité, c'est que dans les régions où nous avons des élus, dans les villes que nous dirigeons, je pense à Beaucaire avec Julien, je pense à Fréjus, je pense à Hénin-Beaumont, je pense au Luc. Dans toutes ces villes, les citoyens, les électeurs de ces villes sont satisfaits à 75% de leur maire. C'est le plus fort taux de satisfaction. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont de bons maires qui tiennent parole. Avant tout, et ça me permettra de vous dire, on ne se connaît pas bien, j'ai rejoint le Rassemblement national il y a 2 ans, j'ai fait campagne aux côtés de Marine pour la présidentielle, mais la raison pour laquelle j'ai ce parcours, je voulais le partager avec vous. J'ai été élu UMP à l'époque, un député, je pensais être de droite, je pensais avoir des convictions fortes, j'avais des convictions fortes, je pensais que le mouvement auquel j'appartenais avait des convictions fortes, et j'ai fait une campagne à l'époque, en 2002, en expliquant notamment que nous allions revenir sur l'AME, vous savez, l'aide médicale d'État, ce milliard d'euros qu'on dépense chaque année pour donner des soins gratuits aux étrangers en situation irrégulière. J'ai fait campagne, j'ai été élu, j'étais un député assidu, j'étais punchy, et je voulais que mes convictions aillent au bout. J'ai présenté des amendements. Depuis, Marion a représenté ses amendements quand elle a été députée. L'année dernière, Marine a représenté cet amendement pour supprimer l'AME.
1 milliard d'euros chaque année. Depuis 2006, imaginez, ça fait 13 ans, 13 milliards d'euros qui auraient pu être économisés. Eh bien, en 2006, il y avait un dénommé Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, qui m'a dit « Non, Jérôme, tu sais, c'est pas bien, c'est pas très populaire, faut pas le faire. » J'ai présenté mon amendement, j'ai été battu, parce que l'ensemble des députés UMP, LR aujourd'hui, ce sont des gens qui, sur les estrades, sur les tréteaux, ils tiennent des belles paroles, ils nous expliquent qu'on va lutter contre l'immigration clandestine, on va rétablir la sécurité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ils ne le font pas, ils ne le font jamais. Et Sarkozy, le premier, à l'époque, ne l'a pas fait, a refusé. J'en ai payé les conséquences, et en 2006, j'ai fait un livre, d'ailleurs, dans lequel j'expliquais que la seule chance pour la droite de s'en sortir, c'était de faire enfin des accords avec le Front National. Je le croyais profondément, je pensais profondément que seul le pouvoir de conviction, l'ancrage fort des militants du Front National à l'époque pouvait permettre à cette droite de se sauver. Ils ne l'ont pas fait. J'ai été battu, je me suis engagé un moment avec Philippe de Villiers, puis après j'ai considéré que le combat politique, quand on était renvoyé par les électeurs chez soi, il fallait un peu se poser des questions sur soi-même, et j'ai créé, comme tu le rappelais, une entreprise. J'ai aujourd'hui une entreprise, j'ai 70 salariés, on fait un certain nombre de choses, donc l'aspect économique, je l'ai vécu pendant une dizaine d'années, mais avec toujours cette inquiétude pour mon pays. J'ai 3 enfants, et la transmission, tu le rappelais très bien, la famille c'est important, transmettre ce que nous avons reçu en héritage c'est essentiel, et ce qu'on a reçu en héritage c'est une civilisation, c'est un patrimoine collectif, c'est une volonté de vivre ensemble, c'est un territoire avec ses 35 000 églises, c'est un territoire avec ses cathédrales, c'est un territoire où il fait bon parler français, c'est un territoire où nous avons une histoire dont nous sommes fiers. Et bien tout ça, je voyais bien que les attaques contre ce patrimoine continuaient, étaient régulières. Et il se trouve qu'en 2006, je m'étais fortement lié d'amitié avec Louis Alliot, notre vice-président du parti, et que Louis régulièrement me disait « Jérôme, c'est pas sérieux, il y a un moment, il faut te réengager ». Et à l'occasion des élections présidentielles, j'ai considéré qu'effectivement, il y a des moments où il faut savoir mettre en adéquation ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc je me suis réengagé aux côtés de Marine. Et au lendemain d'un échec au présidentiel et d'un échec au législatif, j'étais candidat aux élections législatives dans le Var. J'ai pu voir à quel point la presse et le rouleau compresseur a pu décourager nos électeurs. Marine est arrivée dans la circonscription où j'étais largement en tête au second tour, mais l'abstention a fait un travail terrible, et comme la plupart des personnes qui étaient candidates un peu partout en France, nous n'avons pas été élus, et ce qui est l'un des problèmes des Gilets jaunes, c'est un problème de représentation parlementaire. Donc au lendemain de toutes ces défaites, je me suis dit, il faut continuer, il faut s'engager, et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma carte au Front National, devenu aujourd'hui Rassemblement National, et que je suis fier de pouvoir modestement contribuer à faire avancer nos idées avec l'espoir que nous puissions gagner. Et cette prochaine échéance, donc elle est importante parce qu'elle est avant tout, comme je vous le rappelais, nationale. Vous savez, les Français partagent nos idées, essentiellement nos idées sur des sujets précis. La lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'en parle quasiment plus. C'est un sujet qui est quasiment tabou. Tu le rappelais, Strasbourg, les terroristes ont encore frappé. Et ce terrorisme, c'est un terrorisme qui a un nom. C'est le terrorisme islamique. C'est un terrorisme qui veut nous imposer sur le territoire de France une religion. C'est un terrorisme qui a un projet politique fort, majeur. Et j'ai pu le dire à la tribune de l'Assemblée nationale, dont je vous le répète aujourd'hui, l'islam aujourd'hui, parce qu'il est porteur d'un projet politique, pose un problème et appelle une réponse politique. Ça n'est pas un simple fait religieux, c'est un fait politique. Et nous devons là-dessus nous en emparer. L'autre sujet sur lequel les Français nous rejoignent et pour lequel nous avons une responsabilité, c'est la lutte contre l'immigration clandestine, mais celle aussi qui n'est pas clandestine. La lutte contre l'immigration est importante. Nous avons aujourd'hui les chiffres, Marine les évoquait l'autre jour dans le débat des chefs de parti sur LCI. Officiellement 250 000 personnes. On sait que c'est 400 000 personnes quand on intègre la totalité des demandeurs d'asile qui ne quittent pas le territoire une fois qu'on leur a refusé ce droit d'asile. C'est l'essentiel des personnes qui sont en France. 400 000 personnes par an. Vous rendez-vous compte qu'en l'espace d'un quinquennat, c'est 2 millions de personnes qui vont arriver et rester séjourner sur notre territoire. C'est un mouvement de population que le pays ne peut pas absorber. On ne peut pas l'absorber humainement, on ne peut pas l'absorber culturellement, on ne peut pas l'absorber socialement, et c'est une préoccupation majeure des Français. C'est un sujet sur lequel nous sommes positionnés depuis de très longues années, sur lequel nous avons des propositions,
Et à l'occasion de cette élection européenne, c'est un sujet que nous allons pouvoir marteler et qui va permettre de rappeler au gouvernement et à ses soi-disant opposants, je pense au LR ou au PS, en fait, qui sont un peu tous les mêmes dans le même sac, leur rappeler que les Français ne souhaitent pas cette invasion migratoire. Troisième sujet sur lequel les Français nous rejoignent, qu'on oublie ou que les médias veulent oublier, c'est la délinquance. Aujourd'hui, l'insécurité, la délinquance sont en augmentation massive. On en parlait tout à l'heure. Même à Nantes, qui apparaissait comme étant une ville plutôt protégée, plutôt tranquille, on voit qu'aujourd'hui, alors on n'est sans doute pas au niveau de Marseille, mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a une violence et une augmentation massive de la délinquance avec une augmentation de la dangerosité de cette délinquance. On est passé de bousculade, d'incivilité à une délinquance aujourd'hui où on se fait tirer dessus dans la rue, où on se fait renverser par une voiture. Et il y a un lien qui existe avec l'augmentation de l'immigration et la délinquance. C'est une réalité. En Allemagne vient de sortir un rapport qui fait un lien direct, évident, entre cette augmentation d'une migration d'étrangers qui viennent de territoires où la valeur de la vie humaine n'est pas la même que chez nous, où le désespoir et surtout l'impunité, le fait de se dire qu'après tout on ne sera pas puni, fait que les actes de violence sont de plus en plus forts. Là aussi, l'occasion de cette campagne des européennes, c'est de dire stop. Nous souhaitons que soit mis un terme à cette délinquance, nous souhaitons lutter, et ça veut dire que nous soutenons nos forces de l'ordre aujourd'hui. Les policiers ont été placés par Macron dans des conditions scandaleuses. Il essaye aujourd'hui de mettre les Français contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont là avant tout pour que nous puissions, comme ce soir, et je veux les remercier ainsi que le DPS, avoir une manifestation en dépit de gens qui veulent s'approprier ou en tout cas refuser qu'il y ait une expression démocratique. Et donc c'était vraiment important qu'à cette occasion nous martelions aussi ce sujet. Deux autres sujets, et je ne veux pas faire trop long sur cet enjeu national, mais la lutte contre le chômage, enfin quand même, ça fait maintenant plus d'un quart de siècle que le chômage est endémique en France, que cette soi-disant Union européenne qui est censée apporter la prospérité n'apporte pas la prospérité. Et nous avons quelque chose d'extraordinaire face à nous, qui nous permet d'avoir cet argument. Aux États-Unis, Donald Trump, qui mène une politique sensiblement identique à ce que nous souhaiterions mener pour notre propre pays, c'est-à-dire mettre la France d'abord. Lui veut mettre les États-Unis d'abord pour les Américains, ce qui est logique d'un président américain. Nous souhaitons mettre la France d'abord pour les Français, ou l'Europe, si c'est une Europe des coopérations, pour ceux qui participent à ces coopérations. Eh bien, aux États-Unis, vous avez le plus faible taux de chômage qui existe depuis 1969. Aux États-Unis, vous avez un taux de croissance qui est important, et les bas salaires, pour la première fois depuis 30 ans, sont en augmentation aux États-Unis. Un lien direct entre cette politique de protection de notre patrimoine national, qu'il soit un patrimoine économique, que ce soit un patrimoine social, a un lien direct sur l'augmentation des salaires et sur la baisse du chômage. Donc nous allons aussi utiliser cet exemple pour démontrer qu'une politique à vision nationale de protection de nos territoires est une politique qui nous permettra d'avoir des résultats sur l'ensemble de ces sujets. Donc c'est cette première objectif auquel nous devons songer le 26 mai prochain. Ça, vous allez me dire, c'est assez traditionnel. C'est vrai, effectivement, tu le rappelais, en 2014, c'était l'objectif, c'était d'essayer de marquer. Le Rassemblement national est devenu le premier parti de France en 2014. On a pu marquer que nous avions énormément de Français avec nous. Et cette fois-ci, il y a en plus une deuxième jambe qui est fabuleuse et qui nous permet d'avoir un très grand espoir. C'est qu'il s'agit de faire et de mettre en place une alternance au Parlement européen. Oui, mes amis, pour la première fois, nous allons sans doute pouvoir mettre en place une alternance au Parlement européen. Dans notre esprit français, on sait assez bien ce que ça veut dire l'alternance. On se souvient de cette alternance très nocive de 1980, on se souvient de l'alternance de 86, de 93, même si ce ne sont pas des épisodes très glorieux de notre démocratie, puisqu'on alternait entre blanc-bonnet et bonnet blanc, puisque finalement c'était les mêmes d'un côté et de l'autre, mais on a bien compris que c'était quand même la capacité d'aller mettre en place une nouvelle politique, avec le groupe ENF, que les députés sortants ont mis en place. Et Mylène, merci à tout le travail que vous avez fait de mettre dans des conditions compliquées, parce que vous aviez la totalité de la structure du Parlement européen, de la Commission, du Conseil qui était contre vous. Malgré tout,
le pari a été réussi et il y a un groupe qui a été mis en place en 2015, je crois, au bout d'un an. C'était compliqué parce que les obstacles administratifs, politiques ont été nombreux. Nous disposons d'un groupe. Ce groupe, c'est un groupe que nous constituons avec des alliés puissants comme Matteo Salvini, comme le FPÖ en Autriche, c'est-à-dire des personnes qui partagent nos idées, qui partagent nos valeurs, qui ont l'immense chance de vivre dans un système démocratique où la proportionnelle leur permet de gagner. Nous aurions gagné si les élections étaient à la proportionnelle, ça leur permet de gagner. Et donc nous avons aujourd'hui des alliés de poids qui vont pouvoir nommer des commissaires européens très différents. Imaginez bien que le commissaire européen que Matteo Salvini va nommer à la Commission, ce ne sera pas un technocrate europhile, ce sera quelqu'un qui partagera nos convictions. Pareil en Autriche, pareil en Hongrie, pareil en Slovénie. Nous allons nous retrouver dans un système où la Commission va se trouver largement modifiée, et si le groupe auquel Mylène appartient et qui s'agrandit se trouve en situation suffisamment importante pour convaincre des gens comme Viktor Orban éventuellement de nous rejoindre, nous sommes en mesure de faire basculer les choses. Et si nous faisons basculer les choses, nous pourrons alors mettre en place cette Europe des nations et des libertés. Et je dis bien Europe des nations et des libertés parce que nous sommes européens. De toute façon, c'est un fait, on vit en Europe. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un territoire géographique. C'est un espace de civilisation partagée. Je parle de la civilisation grecque, de notre culture chrétienne, catholique. Je parle de tous ces sédiments qui font qu'aujourd'hui, nous nous sentons français appartenant à une communauté européenne. On est proche des Espagnols, on est proche des Italiens, on est proche des Allemands. Avec ces pays, des Belges, des Anglais, avec ces pays, il est possible de réaliser des coopérations. On en a un certain nombre qui ont fonctionné. On évoquait tout à l'heure Airbus. À l'origine, Airbus, c'est une coopération essentiellement franco-allemande, industrielle, l'objectif étant de pouvoir fabriquer un outil aéronautique nous permettant de répondre à la menace de la suprématie absolue américaine. Ça a fonctionné. On a des exemples dans d'autres domaines. Je pense à un domaine qui m'est cher, qui est celui de la défense nationale. On a une entreprise qui s'appelle MBDA, qui est une entreprise franco-britannique, qui permet à la France et au Royaume-Uni de disposer de missiles. Et ces missiles sont importants, c'est notamment des missiles qui permettent de transporter l'arme nucléaire, qui est la garante de la souveraineté du territoire. Donc ces coopérations, c'est ça que nous souhaitons. Une Europe, je le rappelais, espace de liberté. Et donc cette alternance, elle est possible. Et c'est là que, au-delà de la politique nationale, au-delà du message pour leur dire vous devez vous faire entendre, vous devez démontrer à Macron demain qu'il est seul pour son anniversaire de 2 ans à l'Élysée, qu'il est isolé dans son bunker rue du Faubourg Saint-Honoré, que même ses amis les plus anciens sont partis, qu'il est abandonné, qu'il n'a plus de voix, il est obligé aujourd'hui de gouverner avec Castaner. C'est bien ridicule quand on en est réduit à voir comme ministre de l'Intérieur Castaner, un ancien joueur de poker des Bouches-du-Rhône qui fricotait avec des voyous.